Vous avez dit que le Liban est un fardeau. Allons un peu plus loin là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le Liban? Pardon? Vous avez bien dit que le Liban est un fardeau? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Yeah, What yeah, does yeah. that mean? Lebanon is a burden because for Le Liban est un fardeau parce que pendant des décennies, il a été considéré comme une affaire intérieure israélienne. C'était à Israël de s'occuper du Liban. C'était à Israël d'attaquer le Liban. Et les États-Unis ne pouvaient qu'apporter leur soutien à Israël. Aujourd'hui, il y a un problème parce que les Iraniens ont mis le Liban au premier plan et ils ne bougeront pas. Ils peuvent discuter d'autres points, mais ils sont prêts à fermer le détroit d'Ormuz et à faire exploser tout l'accord. Maintenant, ils ont accepté que les inspecteurs nucléaires viennent. C'est un autre point en faveur de l'Iran, parce qu'ils peuvent les expulser à tout moment s'ils sont en colère, puisque les Américains ne respectent pas leurs engagements dans le cadre des 14 points. Donc, ce n'est pas quelque chose que les Iraniens ont perdu. Au contraire, c'est une étape de plus que l'Iran gagne, parce que c'est une carte supplémentaire que l'Iran peut jouer, en plus du détroit d'Ormuz. Et au lieu de fermer le détroit d'Ormuz sur le plan économique, ils peuvent simplement dire à l'inspecteur « Maintenant, vous quittez le pays ». Comme quand ils ont arrêté les caméras, ce qu'ils ont fait ces dernières années quand l'Iran a été attaqué. Et je parle bien des caméras de l'ONU à l'intérieur de toutes les installations nucléaires. Donc, ils ont encore plusieurs cartes en main. Et le Liban, c'est un fardeau, parce que si le cessez-le-feu est appliqué au Liban, si les Israéliens se retirent, ne serait-ce que d'un mètre, ce serait la fin de la carrière politique de Benjamin Netanyahou. La guerre sert Netanyahou. La paix, elle, sert Donald Trump. Et Benjamin Netanyahou ne peut pas continuer à faire la guerre dans tous les sens. C'est là que Vance lui a dit « L'Amérique, ton seul allié qui te reste, parce qu'Israël n'a plus vraiment d'alliés après ce qu'il a commis. Le génocide au Liban, à Gaza, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité au Liban. Et il a convaincu Donald Trump d'entrer en guerre contre l'Iran. Et ce n'était pas loin d'être une promenade. Au contraire, ça a paralysé l'économie mondiale. C'est la faute de l'Amérique, bien sûr. Mais c'est manipulé par les Israéliens. Donc, Benjamin Netanyahou doit partir. Et c'est là qu'il y a eu un lapsus de Donald Trump. Je ne sais pas si c'était vraiment un lapsus ou s'il le pensait quand il a dit « Eh bien, Benjamin Netanyahou, c'est la fin de sa carrière. Il ne participera pas aux prochaines élections. » Et c'est là que le parti du Likoud, dont Benjamin Netanyahou est le chef, a répondu « Non, il va se présenter. Il va gagner. » Donc aujourd'hui, c'est évident que Benjamin Netanyahou est un obstacle sur la route de la paix. Mais il va riposter. Et sa riposte, c'est au Liban. Et c'est là qu'il veut aller. C'est là qu'il va dire demain, après la réunion avec les Libanais, qu'il veut essayer de séparer le Liban de l'Iran. Il va dire, puisque je parle au gouvernement libanais qui a promis de désarmer le Hezbollah, je peux me retirer jusqu'à la position d'avant le début de la guerre, la dernière guerre, pas celle d'avant. Parce que, en novembre 2024, quand la guerre s'est arrêtée, il y a eu un cessez-le-feu et un accord pour appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée après la guerre de 2006. Il est alors entré et a occupé 5 collines. Et maintenant, ce qu'il compte faire, c'est se retirer progressivement de plusieurs zones du Liban, puis aller sur la colline qu'il avait occupée en 2006, et dire, eh bien, maintenant c'est nécessaire pour la sécurité d'Israël. L'Iran ne va pas accepter, parce que dans le premier paragraphe, il est question du respect de la souveraineté du Liban. Mais là encore, c'est un point délicat, parce que la souveraineté du Liban, ça veut dire qu'on ne viole pas la souveraineté libanaise. Et ne pas la violer, ça veut dire que tous ces drones et ces avions israéliens devraient cesser de survoler l'espace aérien libanais. Or, ça,
Israël ne peut pas le faire. Donc, ces 14 points liés au premier point concernant le Liban ne seront jamais pleinement appliqués. Et l'Iran pourra toujours dire aux Américains « Vous n'avez pas respecté l'accord dans son intégralité, il manque toujours le point que viole Israël. » Et c'est pour cette raison que le Liban est laissé de côté. Il semble qu'ils aient mis en place une sorte de ligne directe entre les deux parties pour gérer ce rythme d'échange. On connaît en gros le problème depuis la signature du protocole d'accord. Le problème, c'était le cas du Liban. Donc ils vont rester en contact en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès qu'il se passe quelque chose au Liban entre l'Iran et Israël. C'est aussi quelque chose de nouveau. Je pense que c'est non, parce qu'ils en avaient déjà un, ça s'appelait le mécanisme, et la France en faisait partie. Mais maintenant, ils ont exclu la France. Il y avait les Français, les Américains, les Israéliens, les Libanais, et maintenant, ils ont mis en place une nouvelle ligne directe pour différents dossiers. Ils disent que c'est ce que les Qataris ont proposé et que tout le monde a accepté. Ils en ont créé une pour le détroit d'Ormuz, parce qu'il faut d'abord gérer le déminage pendant les 30 premiers jours. Ensuite, pendant 60 jours, ou peut-être 30 de plus, c'est la navigation libre et sécurisée pour tout le monde. Et tout ça après des discussions entre l'Iran et Oman, puisque ce sont les deux pays qui contrôlent le détroit d'Ormuz, en coordination avec les autres États arabes. Bien sûr, les États arabes n'accepteront pas que l'Iran impose des frais. Et d'ailleurs, l'Iran n'imposera jamais de frais de passage. En revanche, ils peuvent facturer des services, la sécurité ou des questions environnementales. C'est autre chose. Pour l'instant, on a 30 jours de déminage, puis 60 jours de navigation libre. Cela veut dire que pour le détroit d'Ormuz, un cadre a été mis en place pour l'industrie nucléaire. De plus, ils ont convenu, et les Américains sont très satisfaits, de voir que l'Iran accepte le retour de l'AEA, l'Agence nucléaire des Nations Unies, sur son territoire pour contrôler les sites nucléaires qui ont été bombardés et ceux qui ne l'ont pas été. Parce que, par exemple, le site nucléaire civil de Bushehr n'a pas été bombardé, mais il y a eu des frappes dans les environs. C'est pour ça que les 410 Russes ont évacué les lieux. Mais il y a aussi les réacteurs de Téhéran, qui n'ont pas été bombardés. En revanche, Fordow, Natanz, tout cela ont été bombardés, et ils doivent être inspectés. L'Iran est prêt à le faire, mais progressivement. Ensuite, il faut discuter de ce qu'il va advenir de la quantité enrichie à 20%, parce que dans le JCPOA de 2015, la quantité faisait aussi partie des négociations. Et puis, il faudra aussi traiter la question des 60%. Ça, c'est pour le nucléaire. Après, il y a un autre mécanisme pour le Liban, parce que c'est le plus grand défi, et les Qataris sont très sceptiques à ce sujet. Le Premier ministre du Qatar a déjà dit « Nous avons mis en place ce nouveau mécanisme entre nous pour le Liban parce que celui qui existait au Liban n'a pas fonctionné. » Et pourquoi n'a-t-il pas fonctionné? Parce que le président libanais, Joseph Aoun, est venu pendant la guerre et il a dit « J'ai demandé au mécanisme d'autoriser l'armée libanaise et les ouvriers libanais à relier 2 villages par la conduite d'eau et j'essaye depuis 3 jours sans aucun succès. » Donc le président libanais n'a même pas réussi à rétablir l'eau entre 2 villages. C'est là qu'Israël a complètement ignoré le mécanisme et aussi le président libanais. Et maintenant, ils veulent utiliser le président libanais comme un outil pour essayer de contourner l'Iran en disant « Eh bien, nous parlons aux Libanais. » Mais l'Iran, lui, est très satisfait parce que sa principale préoccupation, c'est la fin de la guerre et le respect de la souveraineté du Liban. Peu importe qui y parvient, l'Iran s'en réjouira.
Sur le troisième point, vous savez, on a eu la version du côté iranien. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que, concernant le programme nucléaire, un groupe de travail sur le dossier nucléaire avait été formé et qu'il commencerait ses travaux dès que les États-Unis auraient pleinement appliqué la clause 13 du protocole d'accord. La clause 13, en gros, consiste à regrouper les clauses 1, 4, 5 et 11. La première concerne le Liban. Les clauses 4, 5 et 11 parlent essentiellement des avoirs iraniens gelés, des sanctions sur le secteur pétrolier ou énergétique iranien, et plus largement, des sanctions sur l'économie iranienne, y compris celles de l'AIEA, du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que les sanctions primaires et secondaires. Donc, avant d'en arriver là, avant la mise en œuvre complète de la clause 13, il semble, vous savez, qu'au fil du temps, les deux parties, les équipes techniques, essayent de faciliter ce processus. Alors, dans le paragraphe 13, comme vous l'avez dit, après la signature du protocole d'accord, il commence à mettre en œuvre les paragraphes 1, 4, 5, 10 et 11, ainsi que la poursuite de la mise en œuvre de ces mesures. Donc, il y a une application continue et aucune violation n'est acceptée. L'Amérique et l'Iran vont commencer à négocier sur l'accord final. Ils discutent de tous les autres paragraphes et ne commencent à négocier à leur sujet que lorsque les paragraphes 1, 4, 5, 10 et 11 sont pleinement appliqués. C'est la responsabilité des États-Unis. Maintenant, ils ont commencé par lever les sanctions contre l'Iran concernant le pétrole. Ils lèvent aussi les blocages dans le détroit d'Ormuz. Ils sont maintenant en train de discuter de ce qu'il faut donner à l'Iran en compensation et pour les 300 milliards de dollars que le pays du Golfe a décidé de payer, ainsi que de la forme que cela prendra. Il s'agit de savoir de quoi l'Iran a besoin pour récupérer cette somme. Et ensuite, ils commenceront à lui restituer une partie de ses avoirs gelés. Tout cela sera donc finalisé, et l'Iran recevra l'ensemble de ses avoirs ainsi que l'équivalent des 300 milliards de dollars en biens. Parce qu'il n'y aura pas de versement en liquide, mais l'argent sera remis sous une forme qu'ils vont définir ensemble. Mais encore une fois, la priorité, c'est le point numéro 1. Et ce point numéro 1 dit clairement que les États-Unis, l'Iran et leurs alliés dans la guerre actuelle doivent mettre fin de manière permanente à toutes les opérations militaires. Mettre fin à toutes les opérations militaires, cela veut dire qu'Israël doit cesser de violer la souveraineté du Liban et d'y bombarder, en particulier les villages. Parce qu'en ce moment, Israël bombarde des villages et détruit des maisons, par exemple à Maroun al-Ras, à la frontière. Et ensuite, ils doivent garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Comment vont-ils faire cela? Avant de mettre tout cela en œuvre, ils peuvent commencer à finaliser l'accord. Mais il faut d'abord que les Israéliens se retirent du Liban. Vous seriez surpris de ce qu'on vient d'apprendre de la chaîne 14 en Israël. Cette chaîne est importante parce qu'elle est très proche de Benjamin Netanyahou. Et elle affirme que l'Iran utiliserait une arme électromagnétique à basse fréquence pour influencer les décisions du président Trump. Vous savez, la situation en Israël. Le dernier sondage montre que 92,1% des Israéliens pensent qu'ils ont perdu la guerre ou que l'Iran l'a gagnée. C'est nouveau. Avant ça, on n'avait jamais vu ce genre de sondage venir d'Israël. Je m'en souviens pas. Peut-être que vous en savez plus que moi, parce que moi, je n'ai jamais vu les Israéliens sortir et dire qu'ils avaient été vaincus. Jamais en Syrie, jamais au Liban, jamais à Gaza. Ils ont toujours été dans une position de domination. Ils disaient « Nous gagnons, nous tuons, nous détruisons tout, personne ne peut nous affronter. » Et là, quand on voit ce genre de discours venir de la société israélienne, ça veut dire quelque chose. Même au sein du parti Likoud et chez les gens de l'extrême droite,
Le pourcentage dépasse les 93,4%. Et ça, c'est encore plus mauvais pour Benjamin Netanyahou. Il y a des éléments qui vont dans ce sens. D'abord, en 2006, quand les Israéliens sont entrés en guerre contre le Liban, ils ont créé la commission Winograd pour examiner pourquoi l'armée israélienne n'avait pas réussi à atteindre ses objectifs, quelles erreurs avaient été commises et comment ils s'étaient précipités dans cette guerre. George W. Bush les a vraiment poussés. Allez-y, continuez, ne vous arrêtez pas. Il les encourageait. Et en réalité, ils n'avaient aucun plan pour envahir le Liban. Ils sont tombés dans ce piège sans préparation. C'est pour ça qu'ils ont mis en place une commission. Parce que d'un point de vue militaire, on considère qu'on a gagné quand l'adversaire est vaincu, qu'il a levé le drapeau blanc, qu'il a été désarmé ou qu'il n'existe plus, et que tous les objectifs fixés ont été atteints. Donc, si dès le départ, vos objectifs sont clairement définis et que vous les atteignez, vous avez gagné la bataille. Mais si vous avez échoué à atteindre tous vos objectifs, et surtout si vous avez aujourd'hui les États-Unis contre vous et que votre Premier ministre est devenu un fardeau, alors là, les Israéliens sont vraiment dans une situation très difficile. Mais si on ajoute un troisième point, encore plus grave, c'est que l'Iran, en réalité, impose ses conditions. Alors voyons, ils sont allés au Pakistan pour négocier quoi, exactement? Pour rouvrir le détroit d'Ormuz, qui était déjà ouvert avant la guerre. Ils négocient quoi encore? Pour ne pas fabriquer une bombe nucléaire qu'ils n'ont jamais fabriquée. Les inspecteurs de l'AEA des Nations Unies étaient sur place, en Iran, en train d'inspecter tout. Pour ne pas enrichir l'uranium au-delà de 3,67%. Ah non, au début, ils voulaient zéro enrichissement. Et maintenant, les Américains reconnaissent que l'Iran peut avoir un programme d'enrichissement. Donald Trump a même dit qu'il pouvait avoir des missiles balistiques. Il a dit, eh bien, d'autres pays ont des missiles balistiques, pourquoi pas l'Iran? Et l'Iran peut construire des réacteurs nucléaires et produire de l'électricité. Je leur ai dit, vous avez tellement de gaz et de pétrole, pourquoi avez-vous besoin du nucléaire? Mais bon, s'ils en ont besoin, c'est leur choix. Alors, ils justifiaient ce qu'ils disaient avoir détruit en juin 2025 pour y revenir en février 2026. Ils disaient, c'est ma cible, je l'ai détruite en juin 2025 et je vais la détruire à nouveau. Et l'Iran n'a pas le droit d'avoir une installation nucléaire ni aucun enrichissement d'uranium. Et puis il a ajouté qu'il avait tué tous les dirigeants. Et soudain, le dirigeant devient intelligent, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui négocie avec les États-Unis. Alors, quand Donald Trump a ravalé toutes les paroles qu'il avait prononcées au tout début de la guerre, il n'y a plus vraiment besoin d'analyser qui a gagné cette guerre. Qu'est-ce que les Américains et les Israéliens ont réellement accompli? Bien sûr, les Américains sont en colère parce que les Israéliens leur avaient promis que l'Iran tomberait en 3 jours. Alors, sur qui rejette-t-il la faute? Sur le chef du Mossad, qui s'est trompé dans son évaluation, celle que le Premier ministre avait approuvée. C'est exactement comme le 7 octobre. Ça revient comme un boomerang frappé Benjamin Netanyahou en pleine tête. Parce qu'il a accepté la démission de tous les responsables de la sécurité qui étaient en poste le 7 octobre, mais il n'a jamais reconnu sa propre responsabilité. Et maintenant, ça va ressortir en Israël. On va le pousser vers une commission d'enquête, pas une qu'il nommera lui-même, mais une commission indépendante qui fera retomber la faute sur lui. Tout ça va exploser au visage de Benjamin Netanyahou, qui aujourd'hui s'est fait réprimander par le vice-président Vance, lui disant qu'il n'a plus d'amis. Ne cherchez pas à nous défier. Mais le plus grave, c'est ce que Vance a dit aux Israéliens. Il leur a dit,
tous vos systèmes de défense, vos systèmes d'interception, ceux qui vous ont protégé contre l'Iran et le Hezbollah, je ne les ai même pas mentionnés, eh bien, ils sont fabriqués par les Américains, envoyés par les États-Unis et payés par les Américains. En clair, il leur dit, si vous voulez jouer avec nous, mais que vous refusez d'écouter, on se retire. Et vous continuerez votre guerre contre l'Iran et le Hezbollah. Mais sans nous, on sort de l'équation. Et là, pour la première fois, les Israéliens entendent un discours totalement différent de celui que Benjamin Netanyahou leur a répété pendant 16 ans de pouvoir. Ne vous inquiétez pas des Américains, je m'en occupe. Aujourd'hui, les Israéliens reprochent à son arrogance d'avoir conduit Israël là où il en est.